Donc effectivement, comme dit Gwenou, le retour du vacancier, bon, ça fait un petit moment que je suis rentré de vacances, hein, ça fait une dizaine de jours, mais c'est vrai que j'ai raté le live de la semaine dernière et j'ai passé 3 semaines vachement cool en vacances. J'en avais bien besoin, ça faisait longtemps que j'étais pas parti en vacances puisque la dernière fois c'était la chute de FTX. Donc j'ai une malédiction dans mes vacances. À chaque fois il se passe un truc un peu horrible dans l'écosystème, mais là j'ai l'impression que la malédiction est levée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu les ETF pendant que j'étais en vacances, donc c'est plutôt bien. Peut-être que maintenant mes vacances sont un bon signe pour l'écosystème. Et nous attaquons 2024 avec de l'optimisme. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Eh ben, je pense que tu as raison. Une malédiction peut se conjurer. D'ailleurs, j'espère que vous m'entendez bien. Eh ben oui, effectivement. Regardez, une autre belle chose de 2024. Manu a branché son micro et son micro est absolument exceptionnel. Exceptionnel. Et donc voilà. Donc on peut dire que le bull run va commencer, même si bon, on est un peu dans le rouge, comme on va le voir avec Sam ce soir, au moment où on parle. Mais dans l'absolu, les fondamentaux sont là, comme tu as dit. On a les ETF, on en a parlé assez longuement les semaines précédentes et on se demandait est-ce que ça allait monter, est-ce que ça allait descendre. On commence à avoir une petite partie de la réponse en tout cas. Et oui, et on remercie le Mout le Rouge qui nous a offert 5 abonnements. Merci à toi de soutenir la chaîne. Effectivement, les ETF, bon, bah, ça a latéralisé, hein, mais ça n'a pas été complètement un salle de news. Hein. Au final, ça a été une news qui n'a pas été reflétée dans le marché. Maintenant, le marché prend un petit peu ses profits. Je vous rappelle que si on fait le year to date sur la plupart des cryptoactifs, on a imprimé des belles performances. Hein. J'ai pas je pense que c'est le bon moment pour que tu nous montres les charts. Mais si on regarde le prix du Bitcoin il y a 12 mois, le prix de l'Ether il y a 12 mois et le prix des actifs les plus intéressants il y a 12 mois, on a fait une très belle année au final. 2023, pas si horrible. Une belle fin de bear market, on va dire. Regarde, bah voilà, là ça apparaît, c'est plutôt bien visible. Quel est le chiffre? 192, on va dire, allez, 200%, quoi. Voilà, 200%, les amis, c'est pas mal. Hein. Moi, je prends une année comme ça quand vous voulez. Hein. Si vous voulez repasser la cassette en 2024, je le prends. Qu'est-ce que t'en penses, Manu, toi? Je sais pas, 200% cette année, déjà je prends. Si tu me les offres, si c'est gratuit, il faut en profiter. Et si on les prend pas, en vrai, 200%, là, ça nous ferait quoi? Ça nous ferait 100 000, grosso modo. Non, 200%, ça nous ferait un 120 000. Puisqu'on est à 40. 120 000, ouais, bon, je voulais pas être trop grossier, tu vois, mais ça fait beaucoup. Ouais, pourquoi pas. Moi, ça me choquerait pas particulièrement hein, sur une année relativement faste. Qu'est-ce qui nous rendrait bullish? Eh ben, les amis, puisque c'est une année d'optimisme, il y a les taux de la Fed qui vont finir par redescendre puisque l'inflation a été maîtrisée. Pour l'instant, le scénario se déroule exactement comme, enfin, le film se déroule comme le scénario a été écrit. Donc, on a eu un pic des taux il y a maintenant plus d'un trimestre. Les banques centrales ont arrêté de remonter les taux d'intérêt. On est sur un retour entre guillemets à la normale. Sur les marchés actions, et ça c'est plutôt intéressant d'aller les regarder, on a des marchés qui sont pas du tout en train de se cracher, soft landing, etc. Moi, je trouve on continue d'imprimer des performances relativement intéressantes. Le dollar s'affaiblit. Dans les indices qu'il faut aller, regarde-moi cette belle année qu'on a fait, c'est une année de bull market. Le CAC 40 aussi a fait une année exceptionnelle. Le dollar est faible. Et s'affaiblit de plus en plus. Ça aussi, c'est un bon signe pour les actifs. Généralement, on a cet effet de balancier où le dollar se renforce, les actifs perdent de la valeur et inversement. Donc là, on a un dollar qui s'affaiblit. Donc, généralement, pas sur le court terme. Le court terme me fait mentir. Mais si on regarde cette année, ça n'a pas été une grande année sur le dollar index. Donc, les indicateurs semblent rester au vert. Donc, tout l'optimisme qu'on a eu sur l'année 2023, je continue de l'avoir en 2024. Comme quoi, les choses ne changent pas tant que ça au fil des années. Je reste un éternel optimiste. Effectivement, et oui, le dollar, tu as raison, ça s'apprécie, ça monte, ça descend. Là, on est plutôt bien descendu et ça se sent un peu effectivement sur le prix. Hein. Il y a toujours une corrélation entre les deux. C'est toujours assez fort à ce que je vois. Exactement. Cher CM,
Oui, eh bien, au niveau du Bitcoin, on voit qu'on a entamé une correction un peu plus marquée et on l'avait vu déjà depuis 2 semaines, cette bougie ici n'annonçait rien d'extraordinaire, hein, il y a 15 jours. Je crois qu'on avait fait, des petits lives intermédiaires et tout, même, en dehors du lundi, qui avaient été repropulsés en replay du côté de YouTube et effectivement, la bougie hebdomadaire, n'a pas menti, celle d'il y a 3 semaines. Désormais, enfin 15 jours en arrière, puisqu'on attaque à peine cette nouvelle semaine. Et donc maintenant qu'on se retrouve un peu, entre guillemets, au milieu de nulle part ici, voilà, on va avoir pas mal de supports hein, entre deux. Déjà là, ça essaie de défendre les 40 000. Mais quand on regarde comme ça, bah, le support, il est tout trouvé. Il est autour de la moyenne mobile 20 ici, autour de 36 000 $. Donc, franchement, après une telle remontada, quasi des 50 000 $, le petit pic de hype au moment du listing ETF Spot et tout ça, c'est vraiment pas mal qu'on fasse un petit cooldown juste avant le halving, ce qui permettra d'épurer une fois de plus au bon endroit, au bon moment. Et potentiellement, après l'été, peut-être que ça prendra jusqu'à l'automne ou j'en sais rien, ça permettrait de poser les bases d'un futur cycle haussier qui débuterait entre l'automne 2024 et début 2025. Et depuis le début, d'ailleurs, c'était un peu le timing qu'on a toujours défendu. Hein. Enfin, moi, je ne voyais pas le bull run partir en 2024 quand tout le monde devenait fou à propos des ETF. Mais voilà, ça, après, bien entendu, j'ai jamais que des convictions, je n'ai pas de boule de cristal, quoi. Bien sûr. Bah, moi, je trouve que on diffère un petit peu sur les timings. Je suis un petit peu plus. Je pense que ça arrivera un petit peu plus tôt. Mais si on regarde l'historique, peut-être qu'il y a du biais de mon côté. Si on regarde l'historique, le Bitcoin n'a jamais sauté de joie au moment du halving. C'est souvent les halvings sont des événements techniques qui sont anticipés par les marchés. Il y a souvent un petit peu de celle de news. Si tu regardes un petit peu dans le passé ce qui s'est passé, dans le passé ce qui s'est passé, c'est un petit peu une phrase, mais je pense que vous m'avez compris. On n'a jamais eu une montée franche durant les moments de halving. Généralement, c'est à rebours, un trimestre, 6 mois après un halving qu'on va avoir un effet où on rentre dans un nouveau cycle et ça commence à imprimer de nouveaux niveaux pour le Bitcoin. Donc, est-ce que cette fois ce sera différent? À voir. Je reste optimiste sur l'année 2024, mais effectivement, c'est peut-être quelque chose d'un petit peu plus conservateur et un petit peu plus sûr de se dire que ça aura lieu, qu'on aura un joyeux Noël et un très beau début d'année 2025. Ce scénario-là, au final, il me va aussi, puisque pour le DCA, le temps est toujours de notre côté quand on fait partie des fourmis qui vont chaque semaine, chaque mois, mettre une somme de côté pour acquérir des cryptos et développer un patrimoine. Ouais, non, mais je te rejoins là-dessus. Au final, on a un halving qui est assez, qui est un événement assez glamour entre guillemets. J'ai envie de dire, ça permet de parler de Bitcoin, ça permet de parler des mineurs, d'expliquer aussi un petit peu le travail des mineurs, etc. Donc, on va dire que c'est un peu un événement aussi éducationnel et qui hype un peu les gens, mais en soi, c'est prévisible. On sait à quelle date à peu près ça arrive, à une semaine près, 2 semaines près. Mais ce qui est vraiment intéressant là-dedans, et ça découle du fait que la récompense des mineurs sont divisées par 2, c'est toujours l'assèchement de la liquidité, mais qui va prendre en règle générale entre 4 à 6 mois. 4 à 6 mois à arriver, puisqu'on a 2 fois moins de Bitcoin qui arrive, une inflation de Bitcoin qui arrive sur le marché diminuée par 2. Et donc, je vous refais pas l'analogie de la baignoire qui se vide et qui se remplit. Mais voilà, si elle se remplit 2 fois moins vite et qu'elle se vide à la même vitesse, vous comprenez bien qu'il y a moins de liquidité dans la baignoire. Et donc, forcément, si on a autant de gens qui achètent, voire plus de gens qui veulent acheter, et étant donné que la baisse de cette liquidité a tendance à faire monter le prix, si on a des achats qui restent constants, et c'est là où se créent les hypes et où on a justement des départs de bull run. Donc c'est un événement, ce n'est pas un non-événement, mais c'est un bon catalyseur, j'ai envie de dire. Effectivement. Une différence au niveau technique sur ce halving par rapport aux autres. Déjà, on rentre dans le dur hein, des halvings, donc forcément, mécaniquement, tous les 4 ans, l'effet du halving est 2 fois moins fort aussi,
puisqu'on divise par 2 à chaque fois. Donc, ce qu'on divise est 2 fois moins grand à chaque fois. Hein, ça marche dans les deux sens. Et la grande différence de ce cycle, c'est que pour la première fois, il y a des frais de transaction sur Bitcoin. Les gens utilisent Bitcoin pour autre chose que Hold'em, avec cette émergence des Ordinals, cette émergence des BRC20, cette émergence d'usage sur la blockchain Bitcoin, ce qui fait qu'aujourd'hui, les mineurs n'ont pas un revenu qui est à 99% de la création monétaire sur Bitcoin, le block reward, mais ils ont un revenu de plus en plus équilibré avec ces frais de transaction qui arrivent dans chaque bloc. Quel effet ça aura sur le halving et sur leur revenu, puisque leur revenu sur la création monétaire va être divisé par 2, ça on le sait déjà, mais leur revenu sur les frais, a priori, ne va pas être impacté. Et du coup, cette différence entre la création monétaire et leur revenu, qui est déjà régulier, entre guillemets, de frais de transaction, va être de moins en moins forte. Est-ce que ça a un effet plus marqué sur le halving, moins marqué sur le halving? Ça, c'est des questions qu'il faudra se poser aussi et qui sont intéressantes à anticiper. Ouais, et d'ailleurs, est-ce que ça change la théorie? Alors, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, on en a déjà parlé, mais tu avais une théorie, effectivement, que les halvings, arrivant les uns après les autres tous les 4 ans, on a, grosso modo, on dit souvent qu'on n'a plus que 3 halvings avant qu'on ait des récompenses qui soient quand même vraiment tellement diminuées qu'elles deviennent peut-être vraiment insuffisantes, à moins d'avoir un Bitcoin qui soit à $1 million ou à $2 millions. Mais est-ce que tu entrevois un futur désormais, genre pour Bitcoin, avec ce genre de news comme les ordinals et tout? Justement. Clairement, oui. Clairement, moi, j'ai changé ma thèse sur Bitcoin, puisque Bitcoin, j'étais relativement pessimiste sur le long terme, pas sur le court terme ou le moyen terme, mais sur le long terme, avec ces histoires je disais que Bitcoin avait 3 halvings, donc là, on va avoir celui-là, donc moins de 10 ans, pour trouver une solution pour générer des frais et avoir sa transition vers la maturité. C'est-à-dire cette transition entre avoir sa sécurité venant de subventions de la création monétaire vers une sécurité qui vient de l'économie réelle sur le réseau. Et lorsqu'on a commencé l'émission, il y a 3 ans maintenant, puisque j'ai raté l'anniversaire, j'espère que vous avez fêté l'anniversaire de l'émission, en tout cas on a passé les 3 ans, eh bien il y a 3 ans, les frais de transaction sur Bitcoin étaient quasiment inexistants, vraiment symboliques. Aujourd'hui, les frais sont importants et il y a une économie réelle sur Bitcoin, ce qui fait que j'ai changé d'avis là-dessus, et tant mieux. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'on vous répète à longueur d'émissions et qu'on vous a dit de nombreuses fois au cours des 3 dernières années, c'est que soyez flexible en tant qu'investisseur, faites vos devoirs, mais soyez capable de mettre à jour vos devoirs si la situation de marché change, si la liquidité d'un actif change, ça change son profil de risque, si les fondamentaux d'un actif changent, ça change son profil également. Et en tant qu'investisseur, vous ne pouvez pas rester au même stade que la personne que vous étiez il y a 2 ans. Et donc, laissez-vous l'opportunité et laissez-vous la souplesse d'esprit d'être capable de changer la vie. Donc là, les faits ont changé sur Bitcoin. Du coup, mon approche de ce réseau et ma vision sur le long terme de ce réseau a changé. Et c'est quelque chose qui est relativement intéressant à observer. C'est pas encore le cas sur Cardano, mais je crois en vous pour 2020. On ne sait jamais. En tout cas, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure aussi, moi, ce qui est toujours un peu mon frein tant que ça ne sera pas arrivé pour 2024, c'est ce fameux pivot de la Fed. Donc, historiquement, on sait qu'en général, le marché a tendance à retracer post-pivot. Et là, il y a un truc qui me dérange un peu, c'est que le SP500, il fait un nouveau point haut, mais on est très, très vertical. Et surtout, quand tu regardes systématiquement ici, bon, mis à part quand on était vraiment sorti en 2018, ou après, il faut remonter encore plus loin.
dès que tu as le RSI qui sort un peu la tête de la zone là, médiane, de la zone neutre, c'est-à-dire au-dessus de 70 et qu'on passe en surachat, ça déclenche souvent des prises de profit assez majeures au niveau du SP500. Donc en gros, moi, si je devais donner mon ressenti, c'est on va venir chercher le petit excès ici, et notamment parce qu'on est en pleine année électorale. Derrière, il y a le pivot de la Fed qui va arriver certainement à cheval sur le premier semestre, et on va avoir un été complètement dégueulasse derrière pour revenir chercher de vrais supports, reconstruire quelque chose et repartir probablement en même temps que tout le reste une fois qu'il y aura le nouveau président des États-Unis. Donc moi, je me méfie un peu du double effet qui se coule, hein, clairement, en 2024. Je pense qu'on risque de se faire punir pour l'excès d'optimisme qu'il y aura eu au niveau du marché US, tout en ayant pour l'instant des chiffres qui, quand ils paraissent, ne sont pas si alarmants que ça, mais parfois un peu en deçà des attentes. Donc, à surveiller, je dirais. Enfin, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. 2024 nous apportera son lot de surprises. Ça va dépendre aussi de pas mal de choses. Effectivement, après, si on a une baisse des taux, un pivot de la Fed, alors en règle générale pour les gens, c'est pas très bon signe, mais pour les marchés, aujourd'hui, on en a parlé récemment, mais on a beaucoup d'argent qui est en obligation, qui travaille sans risque, etc. Si on a un retour donc d'une baisse des taux, eh ben on risque d'avoir quand même de l'argent qui revienne sur le marché à risque. Et d'un autre côté, si c'est aussi un peu, on va dire, dans la société, un peu le caca, etc., on n'est pas à l'abri de revoir aussi un peu de l'impression monétaire. Les deux cumulés, moi, je te dirais que je comprends ce que tu dis, mais j'aurais plutôt tendance à voir qu'on éclate un peu ce plafond de verre. Alors, pas dans les mois qui viennent, mais enfin pas dans les 2-3 mois qui viennent, mais il peut y avoir des corrections. Mais moi, je parierais plutôt pour une continuation avant un vrai problème après une nouvelle impression. Mais ça, à voir de quelle façon aussi ça imprime, parce qu'on a vu qu'il y avait des impressions qui étaient un peu différentes. Le souci, c'est qu'ils sont même pas arrivés à leur objectif primaire là au niveau de la Fed. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'ils réimpriment immédiatement derrière? Ça serait vraiment se tirer pas une balle dans le pied, mais dans la tête là. Donc là, c'est beaucoup trop tôt, à mon avis, pour refaire des sessions d'impression. Les gens, ils n'en peuvent plus. Le pouvoir d'achat des gens, enfin, c'est malheureusement, je reviens de vacances, etc. C'est un peu les piou-piou, les petits oiseaux, et je suis plutôt heureux de me reposer. Mais en même temps, je vis dans le monde réel, et je vois comment les gens vivent, et c'est pas ouf, quoi. Et c'est vraiment de pire en pire depuis 2020, où les gens ont perdu énormément de pouvoir d'achat. Donc je pense pas qu'ils puissent réimprimer et détruire comme ça la monnaie indéfiniment. Ils ont besoin que l'économie se reconstruise sur des réels fondamentaux. Ouais, alors donc ça passera plus par des récessions sévères. Après, je pense pas, tu vois, qu'on aura un truc dramatique, mais même ce qu'on appelle un soft landing, c'est malgré tout un retracement post-pivot. C'est juste qu'entre un retracement de 5 ou 10% et un retracement de 20-25, c'est pas du tout la même musique pour un indice. Ouais, c'est juste ça la différence. Ouais, clairement. Ah, ok. Moi, je trouve que c'est l'intérêt de cette émission. On n'a pas toujours exactement les mêmes visions, et c'est ce qu'on vous a toujours dit, c'est que c'est à vous en tant qu'investisseur de prendre nos points de vue qui sont différents et les mettre en face de vos propres convictions pour voir si ça fait évoluer ou pas votre vision d'investisseur et comment vous avez envie d'agir sur votre portfolio là-dessus. Nous, on n'est pas là pour vous dire ça va monter ou ça va descendre. De toute façon, on n'en a aucune idée. On est là pour vous apporter des éléments qui viennent contribuer à votre propre réflexion. Ouais, c'est clair. Puis vraiment, si je pouvais donner, entre guillemets, un conseil, parce que là, c'est de la psychologie pure et c'est quelque chose qui m'a servi à l'automne 2022. D'ailleurs, je remercie, même s'il n'en a pas conscience, puisque je n'ai pas été en contact avec lui, mais c'était une vidéo de Xavier Delmas de Zone Bourse qui m'avait, entre guillemets, appuyé dans mon propre biais à ce moment-là. C'était pas vraiment un biais d'ailleurs, parce que c'était contre-intuitif. De la même manière que systématiquement c'est contre-intuitif quand on doit aller contre le consensus général.
Et en gros, je développe, parce que là, je dois passer un peu pour un zinzin, puisque j'ai pas encore donné le fond de ma pensée. Mais on était à l'automne 2022 en pleine déroute. Et tous ceux qui faisaient de la bourse traditionnelle étaient en train de dire, ça y est, il y a tout qui va s'effondrer. Il y avait Nvidia, Netflix et compagnie qui s'étaient pris des moins 75%. C'était les plus grosses boîtes américaines se sont pris à l'automne 2022 des douilles, mais comme on n'avait jamais vu. Meta, Facebook, pareil. Bon, il n'y avait que Apple. Apple, c'est le air liquide américain, ça bouge pas, ça fait que monter le truc, quasiment. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où, pour une fois, j'ai voulu parier contre la psychologie ambiante qui était super déprimée à l'automne 2022. Et je me suis dit, OK, Nvidia, est-ce que ça va disparaître? Netflix, est-ce que ça va disparaître? Machin, est-ce que ça va disparaître? Et j'ai alimenté comme ça mon compte titre. J'ai alimenté des brokers tiers, du Bitpanda ou des trucs comme ça. Et j'ai acheté des actions régulièrement. J'ai fait du DCA assez agressif sur les actions et j'ai fait pareil du côté du PEA avec les actions françaises. Et force est de constater que à ce moment-là, Xavier Delmas de Zone Bourse avait fait cette émission où il disait en substance que c'est vraiment quand les gens sont au fond du trou, que lui, avec les dizaines d'années d'expérience qu'il a, le recul, il se dit que c'est le moment de renforcer ses gagnants, entre guillemets, donc des positions qu'il avait déjà avant et qu'il continuait de renforcer. Donc je me suis dit, OK, voilà, c'est ce qu'on recommande, entre guillemets, dans la crypto de faire quand il y a des grosses baisses. C'est souvent le moment le plus opportun pour commencer à investir ou quoi que ce soit. On va pas réinventer la roue ou machin, et on fait exactement pareil en bourse, tu vois, sur des dossiers qui sont pas des low cap ou quoi que ce soit. Et derrière, Nvidia, inutile de vous faire le dessin, ça a été un délire. Je l'ai vendu beaucoup trop tôt, bien entendu, au cours de la montée, mais ça a été un truc de fou. Tesla, ça a été pareil. Meta, Facebook, Netflix, on a tout qui a repris des capitalisations complètement indécentes. Donc vraiment, là, si je pouvais retenir quelque chose de cette expérience que j'ai vécue un peu plus récemment que les autres, tout en ayant moins d'expérience que tous ces gens qui parfois ont 10, 15, 20, 30 ans d'expérience sur les marchés, c'est que vraiment, de parier sur les moments où tout le monde, au niveau du consensus général, est super pessimiste sur les réseaux sociaux, sur les targets, plus ça va bas, plus tout le monde va vous dire qu'on va aller immensément plus bas. Ben là, franchement, pour le coup, ça a été voilà, plutôt porteur pour la suite. Bien entendu, on ne peut pas tout le temps non plus s'appuyer que sur la psychologie, parce que sinon, ça serait un peu trop simple pour être vrai. Mais c'est vrai qu'il y a ce motif de ultra généralisé à un moment clé, à un moment donné, où tout le monde vous annonce que ça y est, on jette l'éponge. On avait eu un peu pareil plus récemment autour de Ether contre Bitcoin. À un moment, tout le monde était super bear sur Ether. On était autour de 2000, 1008, 2000. Le truc, il a pété immédiatement 2004, 2007 dans les jours qui ont suivi. Donc voilà, c'est juste un petit rappel pour vous dire que la psychologie, ça peut être vraiment votre meilleur indicateur et votre meilleur allié pour essayer de détecter à la fois en sens inverse quand on est sur un point haut et que tout le monde ne veut pas prendre ses profits, affiche son wallet sur les réseaux sociaux et vous dit que tout va bien et qu'on ira faire encore des fois 2 ou des fois 3 sur des actifs qui sont déjà immensément trop valorisés. Et le négatif à ça, ben, l'inverse, c'est quand tout le monde a envie de tout vendre à n'importe quel prix et que les marchés sont foutus et qu'on remontera jamais. C'est en général le bon moment pour commencer à s'y intéresser. En tout cas, là, c'est vrai que ça fait quand même quelques années, nous, désormais, qu'on est dans la crypto et que par corollaire, on s'intéresse au marché traditionnel. Et c'est vrai que la psychologie, même pour quelqu'un qui ne ferait pas du tout d'analyse technique ou quoi que ce soit, tu viens prendre ton petit sentiment sur les réseaux sociaux et la plupart du temps, tu sais à peu près où t'en es, quoi. Ouais, mais souvent, faire l'inverse des réseaux sociaux, c'est le bon choix, hein, puisque le marché vient punir un petit peu ceux qui dansent un petit peu trop. Et bah, tu le parlais de Bitcoin, c'est ouf, hein, c'est quand les Bitcoiners, ils étaient vraiment insupportables. Côté Solana aussi, quand ils étaient insupportables il y a un mois, avant que je parte de vacances. Avant que je parte en vacances, c'était vraiment les Solana Boys, on n'en pouvait plus, quoi. Ils étaient là, oui, on va enterrer Ethereum, de toute façon, on va tout enterrer, on est vraiment trop intelligent, etc. J'aimerais que tu me montres le chart Solana Ethereum sur le mois dernier. Et en fait, c'est à chaque fois la même chose.
c'est quand tout le monde est d'accord sur les réseaux sociaux et tout le monde est toxique en étant d'accord sur les réseaux sociaux, faites exactement le contraire. Et sur les différentes années, vous aurez des résultats qui sont vraiment plutôt les mêmes à chaque fois. Donc on voit que Solana a bien sûr fait une excellente année. Ils avaient raison de se toucher quand même. Hein. Oui, ils ont fait une excellente année, mais c'est le timing. En fait, à chaque fois, c'est le même timing. C'est-à-dire que quand ils sont insupportables, quand ils disent qu'ils ont gagné, eh ben, on est sur le top local. Et ça a toujours été le cas. Et d'ailleurs, aller rechercher mes vieux tweets, je crois que j'avais fait exactement cette remarque avant de partir en vacances, en faisant un petit peu un screenshot d'une situation précédente. Et bien sûr, il m'avait répondu oh là là, t'es toxique, etc. T'es pas gentil, mon petit Marc, t'es un maximaliste, etc. Et malheureusement, je reviens de vacances et a priori, ça se revérifie. Ça marche dans les deux sens. Quand les gens d'Ethereum sont insupportables, rebalancez vos positions. En fait, c'est ce que je vous dis souvent dans cette émission. Vous êtes des investisseurs. Si vous voulez être des supporters de foot, vous allez au stade le plus proche de chez vous et vous faites la hola et vous gueulez, et vous achetez la petite écharpe, vous faites floquer un t-shirt et vous vivez votre meilleure vie. Et c'est fait pour ça le sport. C'est vraiment à la vie, à la mort, crever en soutenant votre équipe qui était votre équipe de cœur et l'équipe de vos parents, etc. Et c'est très bien de faire ça. Vous êtes investisseur, votre but c'est de gagner du pognon. Désolé de recommencer l'année en étant vulgaire, votre but c'est de faire des analyses et de miser sur le cheval qui courra le plus vite dans la course. Et le truc c'est que si vous vous mariez avec vos actifs, vous allez louper des opportunités. Soyez flexible, réfléchissez, faites vos devoirs et acceptez de changer d'avis. Et surtout, quel est l'intérêt? Il n'y a pas de médaille à la fin. Hein. Le but du jeu, c'est d'avoir un petit peu plus d'argent à la fin de l'année qu'au début. Hein. Et moi, j'y ai pas trop. Enfin, tu vois, cette hausse de sol. J'ai vu la hype arriver. Alors, je pense qu'elle a été bien amenée parce elle avait l'air d'être très américaine aussi cette hype d'une certaine façon. Il devait aussi y avoir pas mal de gens qui étaient déjà un peu engagé avec le sol. Mais moi, je suis pas rentré dedans, par exemple, alors pas par biais cognitif sur sol et terre ou quoi que ce soit, mais avec ce qui s'est passé avec FTX, les bagues de sol qu'ils avaient à ce moment-là, etc. Moi, j'avais peur au final qu'au bout du compte, ce soit vraiment une manipulation de marché pour monter le prix, faire rentrer à mort du retail et puis dumper tout ce qui a dumpé qui vient de FTX, puisqu'on sait qu'il liquide au fur et à mesure. Ça, c'est une théorie du complot qui, malheureusement, est très, très crédible, j'ai envie de te dire. Et donc, c'est pour ça que je suis pas sûr qu'on est au minimum, tu vois, du retracement. C'est pour ça que je rentrerai pas non plus encore, quoi, mais ça sentait un peu la manip, ouais. En parlant de manip et de dump, vous en pensez quoi? Là, je passe complètement du coq à l'âne. Peut-être que vous aviez encore un truc à dire sur ce sujet, mais ce que sont en train de faire Grayscale, là, cette vente à coût de 500, 700 000 et tout, enfin 700 millions, pardon, 500 à 700 millions par jour, ça commence à être vénère. Hein. Là, c'est pas du petit dump, là. Et surtout, d'où viennent ces bitcoins? C'est-à-dire, ils avaient accumulé comme des sagouins pour préparer. C'était pour le GBTC, c'était pour le trust. C'est GBTC, pardon. Oui, effectivement. Non, mais ça, ce trade-là, mais quel enfer, mais vivement qu'on n'en parle plus. Hein. Malheureusement, ils ont Ether aussi. Hein. Ils ont ETE. ETHE, qui est le GBTC, mais version Ethereum. Quel enfer. C'est malheureusement. Après pourquoi ils veulent le convertissent? Je comprends pas. Je sais pas, mais il y en a qui ça trouve, ils le font une partie, hein, en vrai. Il y en a qui défendent le fait que ça serait, tu sais, les 1,5% de fees par rapport aux autres et qui sont en train de tout rebalancer. En tout cas, tout ce qu'on peut observer factuellement, c'est que tu as BlackRock de l'autre côté qui est en train de racheter quasi 100% du stack de Grayscale. Donc, il y a un transfert de grosses mains qui est en cours et les autres, ils se frottent les mains comme jamais, tu vois. Donc, je sais pas. Tout Grayscale, ils se sont engraissés comme des sagouins parce que, comme tu dis, les frais, prendre 1,8% sur des sommes monumentales à rien foutre.
parce qu'en vrai, c'est ça, hein, faut pas non plus. Il y avait le discount. Voilà. Et en plus, il y avait le discount, c'est-à-dire que il y a des acteurs qui se sont positionnés sur le marché, qui ont acheté vraiment à rien du tout. Nous, on était tous là à danser la hola, et moi, je m'en vante encore aujourd'hui, et je pense que je m'en vanterai longtemps, parce que je suis content d'avoir fait ce trade-là en tant qu'investisseur, d'avoir acheté du STETH à moins 8% quand l'Ether était à $800. Mais ce trade-là, il est ridicule. Voilà, il est ridicule. Moi, petit investisseur retail, je suis vraiment le fond de la fange et le fond du gorge par rapport aux milliards qui ont été palpés par ces institutions qui ont acheté du Bitcoin à moins 35, moins 40% et qui sont en train de rebalancer et prendre leur profit sur des valorisations du Bitcoin qui étaient beaucoup plus basses qu'aujourd'hui, parce que je crois qu'on était aux alentours de $20,000, si je dis pas de bêtises, à ce moment-là. Il y en a qui ont acheté il y en a qui ont comblé le gap des 9006 quand ils ont acheté. Ah ouais, 9006, bon voilà. Je crois qu'il y avait un moins 50 à un moment. Voilà, depuis le temps que tout le monde en parlait, du gap de 9006, il est arrivé, mais sur GBTC avec le discount. Et rappelez-vous, Cathie Wood, elle avait acheté le bottom quasiment de GBTC. Elle a revendu un peu tôt. Si je me souviens, il y a dû avoir un moment où elle devait faire de l'huile, que le truc il soit jamais converti et que l'argent il soit perdu à tout jamais, je pense. Je pense que c'est ça, mais elle a dû vendre vers les 30 000 et quelques. Mais bon, elle avait eu son Bitcoin à 10 000, quoi. Donc, elle a réussi à faire un x3 en toute détente. Voilà. Donc ces gens, ils ont fait ça et ils ont pas fait ça avec les 1000 euros qu'on a sur notre PEA. Hein. Laisse tomber. Hein. Ils ont fait ça sur des grosses sommes. Donc là, ils sont en train de rebalancer, prendre leurs profits. Les profits sont bien gras. BlackRock, ils se positionnent, et BlackRock, c'est le produit d'avenir puisque pour l'instant, les frais sont extrêmement faibles. Donc il n'y a aucun intérêt aujourd'hui à rentrer dans GBTC. GBTC, ils vont le découper en petits morceaux et puis ça va se rediffuser dans les autres ETF, ce qui n'aura pas été pris en profit. C'est comme ça, c'est une phase de transition. Moi, je suis pas particulièrement inquiet. C'est comme Celsius, tu vois. Celsius, ils donnent des Ethers. Bon, voilà. À un moment, ils auront plus d'Ethers à dumper. C'est comme FTX, ils vont dumper un peu tout ce qu'ils ont. Ça fait partie du jeu. Et en fait, on transfère. Pour moi, c'est quelque chose de positif parce qu'on transfère des actifs qui étaient dans des mains pas les plus saines, on va dire, vers des gens qui sont des acteurs d'avenir et des acteurs un peu plus long terme. Donc, au final, voilà. Comme tu dis, peut-être que ça atteste la thèse de CM de dire que 2024 ne sera pas une année exceptionnelle et que ce sera plus 2025 parce qu'on a besoin de cette année 2024 pour jouer aux chaises musicales et réasseoir les gens aux bonnes places, quoi. On refait le plan de table cette année. Il faut digérer ce qui s'est passé en 2022. Perso, je ne l'avais pas du tout anticipé, tu vois, qu'ils allaient ventiler comme ça. Mais d'un autre côté, quand ils font les comptes, là, ceux qui vraiment suivent tout ça de très près, on est en net positif de quelques milliers ou une dizaine de milliers de bitcoins qui sortent au niveau des inflows et des outflows. C'est-à-dire, quand bien même on a une pression vendeuse qui est assez monstre, et qui doit faire aussi pas mal travailler les bots de trading, les bots d'arbitrage et tout ça. Et plus les futurs, ça fait qu'on a un Bitcoin qui est passé de 49 000 à ce soir 39-40 000. Donc ça crée de la pression vendeuse, on ne va pas dire le contraire. Mais quand on regarde factuellement, chiffre à la clé, ce qui est en train de se passer, on a BlackRock et les 10 autres qui ont acheté plus que ce qui est vendu par Grayscale. Donc pour l'instant, c'est vrai que ça reste positif. Mais après ils en ont beaucoup. S'ils ont de quoi ventiler comme ça à coût de 500 millions pendant les 6 prochains mois, on n'est pas sorti du sable. Non, ils n'ont pas 6 mois, mais a priori, avec ce qu'ils ont, à ce rythme-là, ils ont encore 2 mois, quoi. Donc à base de un petit millier de bitcoin par jour, entre disons 800 et 1500 bitcoins par jour pendant 2 mois à peu près. Je pense ça nous emmène jusqu'au printemps, tranquille. Au halving. Voilà, c'est ça. Ouais, le petit dip jusqu'au halving d'avant halving, voilà. Ouais, faisons nos courses, faisons notre DCA, allons jusqu'au halving. Franchement, ça va. En fait, si vous écoutez encore l'émission au bout de 3 ans,
C'est que vous êtes là sur le long terme, les copains. Qu'est-ce qu'on en a à battre? Après, si vous êtes là pour regarder un chart toute la journée, il y a d'autres chaînes qui sont plus spécialisées là-dedans que la nôtre. Mais après, on peut faire les deux. Hein. On peut avoir c'est vrai que ça fait 5 minutes qu'on est sur Sol et Terre. Et un portfolio. Ouais, Sol et Terre, oui, il faudrait changer un petit peu le chart. Mais voilà, si vous êtes là sur le long terme, on s'en fiche de ce genre de trucs. Dans un an, on n'en parlera plus. Non, c'est clair. Et d'ailleurs, mais au cas où il y ait quand même des nouveaux, parce qu'on espère quand même qu'il y ait des gens qui nous rejoignent et qui viennent s'adonner dans le meilleur, veut dire se plonger dans le merveilleux monde de la crypto, excusez-moi. Eh ben, on vous salue. Bienvenue. T'as eu du mal à le dire, merveilleux. Hein, ah ouais, j'ai un peu galéré là. Je suis désolé. C'est merveilleux, mais le merveilleux a quelques limites quand même. C'est clair. Oh là là. Mais ouais. Oui. La dernière fois, on en parlait là quand j'ai fait un ou deux petits lives solo. Et il y avait, je ne sais plus qui c'était, Cryptaddict ou quelqu'un comme ça, un des réguliers là qu'on voit souvent sur le chat. Et il disait qu'il est arrivé en plein dans le bear market, là, qu'il a commencé à investir au plus dur. Et du coup, il hallucinait et tout, ça faisait que baisser. Et moi, j'ai eu ce truc, ça m'a rappelé ma propre expérience où j'ai commencé à mettre mes propres sous en 2018 et que je me suis fait découper. J'avais perdu, je ne sais plus, 50% et des brouettes. Dont j'avais remis 2000 € ou un truc comme ça, ou 3000 € en décembre 2018. 2-3 jours plus tard, le truc, il avait reperdu 30 ou 50%. Enfin, c'était le fameux support des 6000 où on avait fini à 3000 là sur Bitcoin. C'était juste infernal. Et en fait, j'en suis venu à la conclusion que c'est un meilleur baptême du feu de commencer par le dur quand tu es dans la crypto. Comme ça, tu vois immédiatement le mauvais aspect du marché et tu vois si ta psychologie te permet de tenir, plutôt que d'arriver sur un point bas où tu ne le sais pas quand tu es débutant, si tu es arrivé au bon endroit au bon moment, et où tu vas te prendre pour un génie au début en pensant que tout fait que monter et que tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous ne pensez pas que ça reste un avantage d'arriver potentiellement sur un top de marché mais que c'est à double tranchant aussi? En gros, c'est soit tu te fais sortir, soit tu remontes les manches et derrière, tu fais en sorte d'apprendre et de comprendre. De toute façon, CM, statistiquement, on n'a pas le choix. C'est que la plupart des gens, ils arrivent tous pour la même raison. C'est qu'ils entendent leurs copains et leurs proches dire « Hey, t'as vu, j'ai fait plein de pognon dans les cryptos. Ah, les cryptos, c'est un truc de terroriste. Mais non, c'est pas que les terroristes. Tu devrais regarder cette chaîne YouTube. C'est plutôt intéressant et faire tes devoirs. » Et donc, on arrive tous dans un marché qui est déjà en ébullition. Et on a tous à peu près la même histoire. Il y a très peu de gens qui arrivent au milieu du bear market où tout le monde est déprimé, où ça se tire dessus sur crypto Twitter et ça se dump des tokens qui ont déjà fait moins 99% sur la gueule les uns les autres. Donc, on a tous cette histoire-là. Moi, la mienne, c'est pareil. Hein. J'arrive fin 2015, donc fin de bear market. Les choses sont optimistes. Ethereum s'est passé de 10 centimes à 10 $ au début de l'année 2016. Tout le monde est content. Tout le monde se dit les smart contracts, c'est l'avenir. Et au final, quelques mois après mon arrivée, moins d'un an après mon arrivée, il y a The DAO et je me fais découper en deux avec un Ether qui passe de 20 $ à 4 $. Alors, ça peut vous sembler incroyable d'avoir des Ethers à 20 $ ou des Ethers à 4 $, mais je peux vous dire qu'à l'époque, quand on a un actif, on a fait plus ou moins all-in dessus et qu'on avait fait un x2, qu'on est trop content et qu'il passe et qu'on a son portfolio en une journée, littéralement une journée qui fait moins 75%, on le sent passer. Et ça fait partie des choses qui apprennent. Et après, on se prend ces gifles-là et en tant qu'investisseur, on se dit qu'est-ce que j'ai fait de mal? Peut-être que all-in c'est pas une bonne idée, peut-être que le levier c'est pas une bonne idée, et on commence à apprendre de nos erreurs en fait, tout simplement. Ouais. Non, après, il y a quand même plus de chances en vrai d'arriver pendant une période, on va dire d'euphorie que dans une période vraiment merdique, parce que le bear market en règle générale il dure vraiment un an, la descente de l'enfer c'est vraiment un an, et après l'année d'avant c'est la descente petit à petit, etc., mais il n'y a qu'un an de montée, je veux dire, et donc au final on a 3 ans de remontée, etc., donc on a plus de chances d'arriver dans des moments où on peut être meilleur, mais dans l'absolu, comme tu l'as dit,
On en entend parler la plupart du temps quand quand tout le monde est dedans. Et à ce moment-là, bah, c'est effectivement pas le meilleur moment pour rentrer. Et tout le monde n'est pas forcément capable d'attendre 3 ans sur le marché pour se dire ah bah tiens, je suis rentré au top de 2021. Ça fait 3 ans que je suis là en 2024, mais 2025 c'est la bonne. Bah, si vous l'avez fait, bravo. Mais effectivement, je pense que tout le monde n'est pas capable de le faire. Et moi, je me souviens, tu vois très bien. Je raconte une petite anecdote, mais je me souviens très bien. Moi, je suis rentré début 2019 et je me souviens que, bah, comme tous les nouveaux qui ont vu la lumière, et bah, au bout du compte, tu te dis, waouh, tu commences à en parler un peu avec des potes. Et j'avais des potes qui étaient rincés du bull run de 2017-2018. Et quand je leur en ai reparlé, je leur ai dit, ah, mais t'as vu, tu connais et tout. Ils me font, ah ouais, non, mais c'est que des arnaques, laisse tomber. Moi, j'y retourne pas, etc. Je me suis fait lessiver. J'ai perdu 5000 balles là-dedans, laisse tomber. Jamais je remets un centime, etc. Et bon, moi, ça m'a pas dégoûté personnellement, mais au bout du compte, effectivement, eux avaient vécu la hausse, tout perdu d'une certaine façon. Puis en plus, à l'époque, il y avait vraiment beaucoup de shitcoins, donc on savait que ça ne remonterait jamais pour certains tokens, même si c'est encore le cas, mais il y a des choses à l'époque. Tu trouves qu'il y a moins de shitcoins aujourd'hui? Non, disons qu'aujourd'hui, on va dire qu'il y a plus de tokens qui ont une petite chance quand même de remonter, une valeur intrinsèque. Alors qu'avant, il y avait quand même 99% de shitcoins. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 95%. Donc, tu as quand même 5% de chance d'avoir un truc qui est pas mal. Moi, je trouve que c'est très important ce que tu mets en avant, et c'est ce qui me fait rester dans l'écosystème, parce que on est un écosystème qui est particulièrement toxique. Faut pas déconner, hein, le crypto Twitter. En même temps, les réseaux sociaux, c'est toxique quoi qu'il arrive. Je suis pas sûr qu'il y ait un Twitter de bisounours qui existe, mais on est dans un écosystème qui est stressant, qui est extrêmement toxique, etc. Mais ce qui me fait rester, c'est que quand tu regardes en arrière, on a fait des progrès, on continue de faire des progrès, et on va pas que dans la mauvaise direction. Donc, par rapport à là où on en était il y a 10 ans, ou même sur le cycle précédent, il y a quand même des leçons qui sont apprises. Et comme tu dis, on est passé de 99% de merde à 95% de merde. Peut-être que sur le cycle prochain, on sera à 70% de merde, ce qui est déjà pas mal. Possible. Voilà, et quand on sera sur un projet merdique sur 2, on sera déjà sur le toit du monde. Hein, parce que, je suis désolé, mais dans les marchés financiers classiques... Sur les marchés financiers classiques, il y a moins d'une startup sur 2 qui survit et qui est pas merdique. Donc, au final, on est sur des stats qui sont pas mal. Hein. Ouais, clairement. Et puis, on n'a pas forcément en plus tout l'argent nécessaire pour tenir des projets zombies. Donc, à part des slow rugs qui se tiennent, on a au moins, la plupart du temps, les gars ont au moins la décence de disparaître rapidement avec l'argent pour qu'on puisse passer à autre chose. C'est vrai. En tout cas, c'est vrai que statistiquement, il y a plus de chances que les gens arrivent au mauvais moment que l'inverse, à part si tu as déjà un cycle dans les pattes. Donc, c'est vrai que... c'est ça. Ouais. Mais vraiment, ça, cette expérience, c'est un truc, en fait, que... Alors, je me doute, vu le moment du cycle où on est, je pense qu'il y a quand même un peu plus de vieux que de nouveaux arrivants. Là, je peux te garantir que stat à l'appui, du côté des métriques, des réseaux sociaux et tout, il y a eu un petit rebond là par rapport à depuis les 30, 40 000 et tout ça. Et derrière, là, dès qu'on est passé de 49 000 à 40 et que l'ETF a été approuvé et tout, là, de nouveau, c'est la redescente. Hein. Donc, en fait, le grand public, ils sont vraiment pas du tout revenus. Et là, je pense qu'on est encore que entre nous en survivant du bear market. Hein. Il y a quelques nouveaux qui se sont manifestés, mais très, très rares. Hein. Moi, de toute façon, vous le faites. Hein, vous n'êtes pas complètement. La crypto, c'est une secte, certes, mais on reste, on essaye de rester ouvert d'esprit. Et là, j'ai passé tout le week-end avec des amis et qui ont rien à voir avec la crypto, mais vraiment zéro. Le sentiment, il est à zéro. Hein. Ça se moquait des NFT, etc. Le Bitcoin, c'est le terrorisme, ça pollue, etc. On est retourné un petit peu dans les vieux démons du cycle précédent. Et très clairement, dans le grand public, la crypto, c'est pas sur le radar du tout. Là, ce qui intéresse les gens, c'est l'IA. C'est pas la crypto. Elle avait déjà fait son tour de manège et elle reviendra pas sur le radar tant qu'on n'aura pas imprimé des nouveaux cycles. D'ailleurs, les NFT, mais quelle haine! C'est les gens normaux entre guillemets. Quelle haine! Alors que les bonnes collections reprennent du poil de la bête. Mais je pense par exemple,
Les NFT, c'est consécutif à que toutes les plus grosses stars l'ont repris au pic de la hype et du coup, ça a une connotation un peu négative liée à de la véritable influence de masse dans l'esprit du grand public. Ça, je suis d'accord, mais en fait, mon analyse personnelle, après, je suis pas là pour forcément défendre les NFT, mais c'est que les NFT, c'était leur premier cycle. Et du coup, contrairement à d'autres classes d'actifs où il y avait eu des cycles précédents, là, on a vraiment eu les excès du premier cycle. Le premier cycle de Bitcoin et des altcoins, donc cette période 2011-2014, c'était vraiment 99,9% de caca. Mais quand tu regardes les NFT aujourd'hui, les Pudgy Penguin, qui était une collection, moi je croyais que j'étais hyper intelligent de les avoir vendus à 8 Ethers. Le prix des Pudgy Penguin aujourd'hui, je crois qu'on a dépassé les 30 Ethers du floor. Bah voilà, c'est il a fait cette collection-là. Je suis pas en train de vous la chiller, j'en ai plus hein, parce que je les ai vendus à l'époque. Bah, cette collection-là a été descendue, je crois, un Ether et demi. Donc elle s'était vraiment détruite, pété la gueule énormément. Les CryptoPunks qui sont remontés en flèche aussi. Je crois que c'est plus dur pour les Bored Ape, mais en même temps, mais quelle collection toxique et quelle communauté d'abrutis. Désolé de le dire, hein, si vous en avez, je vous respecte bien sûr en tant que personne, mais en tant que communauté, ça pique un petit peu. Voilà, pas autant que singe. Les Mad Lights, c'est pas mal remonté. Enfin, les grandes collections qui avaient un historique et qui avaient un petit peu de substance, elles remontent, voire elles impriment des plus hauts qu'avant, avec des nouveaux écosystèmes qui arrivent, qui auront de l'intérêt. Donc non, les NFT sont pas morts. Hein. Très, très clairement, non, pas du tout. Hein. Non, les NFT, on n'en est qu'au début, parce que là, tout ce qu'on a eu de vagues de NFT d'art, etc., ça reste la première utilisation, j'ai envie de dire basique, mais il y a plein de choses à inventer là-dessus. Il y a plein de use cases qui vont finir par sortir. Et donc ça, c'est dans un monde numérique, le NFT, c'est une vraie révolution. Et ça, j'ai aucun doute que, alors ce sera peut-être pas les pingouins, comme tu dis, qui vont révolutionner la chose, mais la technologie NFT, en tout cas, il n'y a aucun doute qu'elle trouvera sa place à l'endroit et au moment voulu. Quoi. Moi, je pense que c'est important de faire un rebrand. C'est-à-dire que là, je pense que la marque NFT dans le grand public, elle est morte. Elle est, et là, va falloir faire. Pendant un moment, la Polygon, ils avaient poussé Digital Collectible avec Reddit, etc. Ouais. Et je trouve que c'est pas mal, hein. C'est un bon nom parce que NFT c'est non-fungible token. Vas-y, accroche-toi pour expliquer à quelqu'un qui a jamais fait de crypto ou de ce que c'est un token, c'est quoi la fongibilité, etc. La non-fongibilité. Alors que digital collectible, donc objets à collectionner digitaux ou numériques plutôt, parce que digitaux ça veut dire les mains, donc ça veut rien dire. C'est quand même un nom qui est plus accrocheur, quoi. Ouais. Ouais. Non, mais ça, ouais. Comme disait Erratic, le fait de s'intéresser aux cryptos, au final, on ne s'intéresse pas que au domaine du crypto, ça ouvre à l'économie en tant que telle, au macro, au marché traditionnel. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est un peu le parcours au final que réalisent beaucoup de personnes qui finissent par s'intéresser en profondeur aux cryptos, qui rattrapent aussi en tant que Français, voire francophones, toute une éducation financière qu'on n'a jamais eue, à part ceux qui avaient fait le cursus adéquat. Donc, ça, c'est vrai aussi. Ça, c'est certain. C'est assez énorme en termes d'éducation et on va dire, de plus-value sur soi-même. Ça, c'est clairement un point positif dans le grand public. C'est alarmant le niveau des gens en économie, le niveau des gens en finance. Les gens ne savent pas comment est créé l'argent, ne savent pas quels sont les acteurs. Ils ont une vague idée de ce qui se passe dans les banques. Il y a beaucoup de gens, hein, c'est vraiment une personne sur trois, vous leur posez la question. C'est limite, ils vous disent qu'il y a de l'or dans les banques. Hein. Et ça, c'est quand même un point positif de notre communauté, c'est que ça force à faire les devoirs. Alors ça, mais en plus, moi je rejoins tout à fait parce que tout en étant pour moi-même, enfin moi-même étant chef d'entreprise, ayant fait des études, etc., alors qu'on n'a pas de rapport avec l'économie, mais au final, avant de m'intéresser aux cryptos, je suis forcé de dire que même en tant que chef d'entreprise, mes connaissances en termes d'économie généraliste, et de finance était très très limité à la lecture peut-être d'un bilan comptable et la gestion entre guillemets d'une trésorerie et d'un besoin de fonds de roulement, mais voilà, ça s'arrêtait là. Et en termes voilà d'éducation et puis aussi d'ouverture d'esprit
à comment fonctionne le monde, et ben effectivement, les cryptos, ça amène à se poser ce genre de questions. Et quand on sait que le monde est quand même d'une certaine façon régi par l'économie, par l'argent, par la finance, bah, ça permet au final un peu comme si on observait une montre et qu'on regardait à l'intérieur, quoi, un peu comment ça fonctionne, plus que de regarder juste les aiguilles tournées. Ouais, clairement. Donc, le chat est vraiment dithyrambique sur ton micro, Manu. Donc, ouais, mais je vous embrasse. Bon, vous voulez le voir? Attendez, je vous le montre. Je vous l'avais mis en photo, mais regardez, je fais de la pub, Rod. Voilà. Ce live n'est pas sponsorisé. Ce live n'est pas sponsorisé, mais il restera dans les annales. Bon, non, mais des fois, alors, si vous voulez vraiment que je vous fasse marrer, et vraiment parce que j'aime bien me moquer de moi-même, mais la semaine dernière, j'avais déjà ce micro-là. Sauf qu'en fait, il y a deux sens, et puis je l'avais mis du mauvais côté. Donc, c'est pour ça que ça avait l'air de résonner. Voilà. Voilà. Bon. Voilà, on a fait nos devoirs en économie, on peut pas tout faire, on peut pas devenir ingénieur du son du jour au lendemain. Hein. Excusez-nous les amis, se spécialiser, c'est renoncer à avoir des compétences dans d'autres domaines. Et voilà. Je suis dans la même pièce que la dernière fois. Et d'ailleurs, j'en profite. La semaine dernière, on a parlé. Je vous avais demandé de nous soutenir et de faire des petites donations pour Stratège sur Gives, et je dois dire que je suis hyper reconnaissant. Il y a plus avec la communauté et vous, il y a plus de 250 personnes qui ont donné un pouillem ou un petit peu plus, ou même des fois beaucoup. Ça fait vraiment super plaisir. Donc je tenais à vous remercier et à vous dire que c'est encore ouvert pendant 2 jours, et je vous mets le lien bien sûr dans la description. Vous donnez ce que vous voulez, même un matic, c'est parfait, ça fait plaisir. Mais en tout cas, merci beaucoup, ça m'a vraiment touché. Et je savais pas. Attends, je vais faire une donation en direct. Comment on donne? Et le but, c'est de rappeler que, comme tu viens de le dire, c'est pas le but, je l'ai pas dit. C'est juste de manifester votre intérêt pour que le projet de Manu soit vu par Polygon et que derrière il y a un grant, etc. Exactement. En fait, c'est surtout pour gagner le Grant Polygon, et grâce à vous, pour l'instant, on est dans les 4 premiers et sur 180 projets, un truc comme ça. Et donc, on risque de gagner le premier prix, qui est quand même de 10 000 matiques, et qui fera très plaisir pour passer les audits, pour pouvoir vous servir le protocole incessamment sous peu, j'espère, et en toute sécurité. Mais voilà, j'étais juste pour vous remercier. J'avais pas des masses de matiques, mais je t'ai donné 10 matiques. Attends, je signe. Mais après, il y a du matching, en fait. Quand tu donnes un peu, en fait, il y a un matching derrière. Ouais, alors parce qu'en fait, ça, on peut en parler, c'est intéressant, mais dans les dons, des fois, si on utilise en fait que les montants qui sont donnés, en fait, on peut avoir par exemple un projet qui va avoir un donateur qui va donner, je sais pas moi, 100 000 $, et au final, il va gagner. Et avec ce qu'on appelle le quadratic funding, c'est qu'on a en fait quelque chose qui est recalculé en fonction des montants qui sont donnés, mais aussi en fonction du nombre d'adresses qui a donné. Et donc, ça permet d'avoir quelque chose qui est un peu plus, on va dire, équitable, et aussi ça permet de distribuer automatiquement et de façon un peu décentralisée, on va dire, les projets sans qu'il y ait au final d'envoi manuel, c'est-à-dire que les allocations vont être calculées automatiquement par un algorithme en fonction de ces données-là, et envoyées à la fin du temps imparti. Donc ça permet aussi d'aider. Et après, je donne pas avec 3 adresses, ça sert à rien. Non, mais je pense que c'est important. Il faut faire un Gitcoin passport pour que la donation elle soit matchée. Et il suffit de signer avec son adresse. Et moi, apparemment, j'ai un score de 38 et il fallait un score de 4. Donc, je ne sais pas comment j'ai un score de 38. Hein, je ne sais pas comment c'est calculé. Peut-être que mon adresse, j'ai fait des donations dans le passé ou ce genre de trucs. Mais en tout cas, voilà, faites-le comme ça, c'est matché derrière. Enfin, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, moi, je voulais déjà remercier ceux qui l'avaient fait. Voilà, et puis attendez-vous à truc. Et dernier disclaimer, mais ça, c'est plus cool. Je serai la semaine prochaine à Auxerre pour ceux qui veulent venir taper la bise.
Donc, si vous êtes là-bas, n'hésitez pas à venir faire coucou. Je crois qu'il y a je sais qu'il y a des conférences. Moi, je parlerai le vendredi à propos de la DeFi. Et bien entendu, il y aura des soirées. Et donc, je vous donne rendez-vous au bar. Mais venez pas me payer un coup tous en même temps. Mais une gorgée. Comme ça, une gorgée, on finit. Une gorgée, parce que la dernière fois que j'ai fait ça, c'était à Surfing Bitcoin il y a 2-3 ans. Et j'ai rencontré beaucoup de monde et j'ai fini la soirée à 4h du matin en pensant que j'étais un génie du trading au milieu de la rue. Je sais bien, on a des vidéos. Ce sera sur la chaîne secondaire. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Et on les sortira, mais de manière très brève. On a toutes les vidéos. Ça, c'est les dessous de Surfing Bitcoin. Ouais. Lâchez un like, abonnez-vous au cas où. Je sais pas, juste pour faire un petit hors sujet, parce que j'ai vu passer ça là ces derniers jours, il y a, comment on peut appeler ça, une OPA, enfin, quand il y a une boîte qui rachète une autre boîte ou un truc comme ça. Oui, une acquisition, une OPA, une offre publique d'achat. Il y a FDJ donc qui rachète un autre morceau, j'ai plus le nom en tête. Et là, on voit avec une analyse technique extrêmement basique où on a un énorme support très long terme autour de 30 € que non seulement ça a été front-run quelques semaines, voire mois au préalable, 2-3 mois à peu près, 2 mois, mais non seulement elle est en train maintenant, avec cette news qui est parue, de s'arracher relativement assez fort là à court terme. Donc bien entendu, c'est pas pour essayer de chill FDJ ou quoi que ce soit, mais voilà, pour montrer que quand on est habitué à la volatilité qu'on a nous dans les cryptos, quand tu vois passer des charts comme ça, ça peut tout à fait se défendre ne serait-ce qu'à l'aveugle, là, quand il y a eu le support des 30 € qui était défendu, on sentait qu'il y avait un petit truc qui risquait de se passer. Et derrière, il suffit d'une bonne news au bon endroit, au bon moment, et vous avez votre position qui prend 20, 30, 50%. Sur les actions américaines, c'est beaucoup plus puisqu'il y a pas mal de volatilité et tout. Mais voilà, j'ai trouvé ça suffisamment intéressant pour en parler. Et je pense on ne me dira pas que je fais bouger FDJ ou, ou des trucs comme ça en en parlant. Moi, on en avait parlé au listing, il me semble, parce qu'à l'OPA, on avait parlé de la FDJ, et moi, j'avais dit ce que je vais dire exactement ce soir, parce que mon analyse ne va jamais changer sur cet actif. Ils peuvent pas perdre d'argent. Enfin, comment la Française des Jeux est capable de perdre de l'argent, c'est impossible. C'est que, en fait, tant que les gens jouent à ce genre de choses, les probabilités, les maths sont de leur côté. Donc c'est pour ça que moi personnellement, je pense que on fait pas de politique sur cette chaîne, mais je pense que vous savez un petit peu où je me situe. Mais il y a des exceptions. Là, par exemple, pour un État de lâcher un truc qui est incapable de perdre de l'argent et qui en rapporte, pour avoir un petit chèque rapide, alors que c'est un actif qui rapporte un revenu à un État sur le long terme, c'est un petit peu dommage. Voilà, moi je suis pas forcément friand qu'on vienne privatiser. Pas la première fois. Voilà, c'est pas la première fois. Privatiser des trucs qui rapportent du pognon. Si on prend du recul, c'est ce petit chèque rapide, on sait comment fonctionne l'État, il sera vite dépensé, il a déjà été dépensé, je pense, depuis longtemps. Sauf que ce revenu qui était là et qui contribuait, il faudra bien le retrouver autre part, et ce sera dans les impôts des gens, puisque nos poches sont illimitées. Apparemment, on peut mettre la main dedans autant qu'on veut. Donc mais voilà, la privatisation a eu lieu, c'est entré en bourse, on peut en acheter. Moi, je trouve que ça fait partie des actions. Alors, elle va monter, elle va descendre, elle va vivre ses cycles, mais ça pourra jamais aller à zéro, quoi. Enfin, de toute façon, tant qu'il y aura des gens qui jouent au loto et qui rêvent et qui vont dépenser 2 €, 2,50 € sur un euro million, écoute, c'est la vie. On a vu la même sur les autoroutes, etc. Ça serait une propale donc qui est en cours, ça serait pas totalement acté pour racheter la boîte qui a derrière Unibet, et Unibet qui est un truc de paris anglais, je suppose. Enfin, j'ai pas l'historique, mais c'est sûr que ça leur permettrait vraiment de, au final, ne plus être qu'un truc 100% français, mais de se développer aussi à l'international probablement. Donc après, ça prend une autre dimension malgré tout. Ouais, exactement. Et
Netter Hub dit que je vote Force ouvrière, Arlette Laguiller, que j'ai écouté, elle est passée sur France Inter récemment et elle a toute mon affection. Voilà, on peut plus voter pour elle, hein, je crois qu'elle est à la retraite. Hein. Voilà, toute mon affection, elle a quand même fait partie du paysage politique français et c'est bien que toutes les idées soient représentées. Et à contrario, on a Robin Hood aux États-Unis, vous voyez, qui n'arrive pas à s'extirper là d'une zone depuis 1000 ans, autour de 12,80 $, ça passe pas. Ça peut prendre du temps, un peu à la Chainlink, hein, mettre vraiment très longtemps à contracter. Mais le jour où le petit oiseau sort, voilà, ça devrait permettre de retrouver une certaine vigueur et santé. Et je vois que de nouveau, toutes les actions américaines, hein, avec le marché américain qui continue de pousser. Coinbase qui a réagi sur les 117, 118, ouais, j'en ai parlé ce matin. Moi, Coinbase, ça fait partie des titres où j'ai pas encore fait un DCA, mais j'y réfléchis sérieusement. Je suis rentré sur ce titre un petit peu plus bas que maintenant, mais pas beaucoup plus bas, donc ça commence à être fébrile. Mais ça reste, en fait, tous les ETF passent là-dessus. Ça devient, c'est le bon élève des Américains. L'État aime bien Coinbase parce que voilà, c'est le premier de la classe. Je pense qu'il va faire une très belle année 2024, une très belle année 2025. Ils se sont positionnés pour être leader. Pour moi, ça reste, voilà, je sais pas si ça va monter, si ça va descendre. Est-ce que c'est le meilleur point d'entrée? Moi, les amis, je suis pas un trader et je suis pas un investisseur à court terme. Donc, quand je vous dis c'est une action qui m'intéresse, c'est des DCA, c'est des entrées multiples sur le long terme avec des prises de profit. On verra plus tard, dans longtemps. Donc, si c'est pas votre profil, passez votre chemin. Mais personnellement, ça fait partie des titres qui m'intéressent énormément. Étant donné qu'ils assurent la custodie de la majeure partie des ETF, dont celui de BlackRock, de Fidelity, etc., ça va être une cash machine. Clairement, quand ils prennent 0,2, ça se trouve, Coinbase va prendre, je sais pas moi, disons un quart de ça peut-être. Ouais, puis aussi, il y a l'autre sujet où on est déjà sûr d'avance qu'ils ne se feront pas emmerder pour USDC, tandis que USDT, ça reste un vrai problème plein et entier. Hein. Très clairement. Et en fait, ils ont cette politique du premier de la classe, ce qu'il a pas payé à court terme, parce que USDT a eu plus de liberté, ils ont pu faire plus de choses. Pareil, Binance a eu plus de liberté, ils ont fait plus de choses, ils ont listé des actifs en mode YOLO, trop plat-boum, des futurs, etc. Sauf que Binance, au bout d'un moment, on a sifflé la fin de la récréation, on est allé leur taper sur les doigts et on leur a dit, bon, vous êtes gentils, mais vous allez rester dans votre côté maintenant. Coinbase faisait même pas 10% du volume de Binance et de la capitalisation de Binance en vrai, même si Binance est toujours resté privé, ils ont pas lancé d'actions qui étaient achetables. Mais je pense que c'est l'histoire du lièvre et de la tortue. Hein. Et Coinbase est là sur le long terme et ça reste pour les investisseurs qui font des paris à long terme un titre plus intéressant. Il y avait Pablo qui nous demandait par rapport à l'Europe qui voudrait taxer la vente en stablecoin. C'était Waltio tout à l'heure qui avait poussé sur Twitter, je crois. Mais je ne sais pas si c'était l'Europe ou si il y avait un trade autour de la Cour des comptes. Donc, Cour des comptes, ça serait plutôt français pur. Donc, alors on manque un peu de profondeur par rapport à ça, là, de suite. Ça, c'est un sujet très clairement où je suis relativement concerné puisque je suis le président du comité DeFi de la DAN, qui est le plus grand groupement d'intérêt des acteurs francophones de la crypto. Donc, on communique très régulièrement avec le gouvernement sur ce type de sujet. Généralement, quand il y a des textes qui arrivent, on les prépare, on est informé et on a l'opportunité d'apporter du feedback avant que ça arrive, sauf si ça a été abordé dans des groupes de travail où moi je ne suis pas, mais ce serait très choquant. C'est pas un sujet aujourd'hui réel, en tout cas sur la France. Je peux vous le dire même très concrètement, puisque mercredi dernier, j'étais dans une réunion avec l'ACPR, la Banque de France, l'AMF, et la direction générale du Trésor. Donc, c'est plutôt les gens qui sont concernés sur ce genre de choses. Le sujet est pas du tout mis sur la table. On discutait d'autres choses. On discutait, d'ailleurs, c'est très transparent. On n'est pas, c'est ce qu'on fait à la DAN, c'est très ouvert.
on discutait de 2025-2026 et le fameux MiCA 2. Donc là, il y a des groupes de travaux en ce moment, et j'en fais partie, sur la réglementation des audits, de l'encadrement des smart contracts, les licences qui sont à mettre en place ou pas, et tout ce qui va concerner les développeurs dans la finance décentralisée, en préparation de ces textes dits MiCA 2 qui vont nous arriver au niveau de l'Europe en 2025-2026. La France a été pionnière sur la crypto et la régulation avec la loi Pacte, et les sujets PSAN, prestataires de services en actifs numériques, qui sont après devenus des lois européennes et qui ont rayonné un petit peu dans le monde et qui ont fait les standards. La France veut s'emparer du sujet et être pionnière aussi sur la régulation de la DeFi, des stablecoins et des NFT. Donc ce sera le sujet de 2025-2026. Aujourd'hui, les stablecoins et leur taxation n'est pas un sujet, en tout cas pas à ma connaissance. Ça se trouve, je dis des grosses conneries et j'ai pas bien regardé, et je vais recevoir des petits DM en disant si, on bosse sur le sujet avec la Dan, t'as dit n'importe quoi pendant le live, mais pendant que je vous parle, c'est pas un sujet. Donc Waltio, on rappelle que c'est une startup qui vend des solutions logicielles comptables pour déclarer ses impôts. Donc forcément faire un petit peu le buzz de va y avoir des nouvelles règles comptables, des nouvelles règles fiscales. Abonnez-vous, achetez une licence Waldio parce que va falloir faire des choses. Ce serait de bonne guerre. Après, je vais pas les accuser non plus sans fondement. Ça se trouve, c'est quelque chose de réel. Mais voilà où on en est actuellement. Je suis petit aparté, mais je suis super surpris en fait. Leur logiciel est qualitatif. Hein. J'ai rien contre eux sur ce qu'ils font. C'est une très bonne entreprise. Et je suis assez surpris quand même, mais moi j'étais persuadé que nous étions tous des influenceurs, mais en fait j'apprends en fait qu'il y en a qui travaillent avec l'État sur sur les MiCA, les MiCA 2, il y en a qui font de l'éducation tous les jours sur. Moi j'adore sur YouTube, etc. Qui dit il y a pas moi de je construis, etc. Écoute mon pote, tu sais ce que c'est un lobby? Marc, il est sur MiCA et MiCA 2 pendant que nous on joue au MiCA 2 en fait, tu vois. Non, je suis pas tout seul. Déjà, la DAN, c'est plusieurs centaines de membres qui représentent l'industrie. Il y a un petit peu tout le monde dans la crypto. Il y a même beaucoup de banques dans la DAN maintenant qui ont rejoint, poussé par exemple par l'exemple de Société Générale avec Forge, qui a été pionnière dans la crypto. Mais tu as aussi la BNP Paribas, tu as d'autres membres qui sont arrivés. La DAN, c'est une grosse association. Je salue la présidente de la DAN, Faustine Fleuret, et l'équipe de la DAN, puisque forcément, nous, on est très occupés, nous les membres, on a nos propres entreprises à gérer, et heureusement qu'il y a des salariés de la DAN qui viennent coordonner un petit peu les travaux et faire en sorte qu'il y ait cette permanence et cette qualité qui est apportée. Ce qui fait qu'on a une relation, on va fêter cette année les 4 ans de la DAN, une relation assez proche avec le gouvernement. Très récemment, on a travaillé avec le gouvernement sur un amendement du staking. Je pense que vous l'avez entendu passer avec Asher qui l'avait mis beaucoup en avant, où il y avait une régulation qui arrivait sur la taxation du staking qui était vraiment pas avantageuse. Cet amendement a été enterré et on réécrira le texte. Enfin, on réécrira, c'est les députés, hein, bien sûr, c'est le gouvernement qui décidera et qui tient la plume, mais on continuera de travailler avec le gouvernement pour aboutir à un texte qui puisse satisfaire toutes les parties. Impeccable. Puisqu'on est aussi dans les remerciements et les big up, je vais en profiter pour saluer Pascal Talarida, que vous connaissez de chez Jarvis, qui reprend mes fonctions chez Alira en tant qu'auteur de la formation DeFi. Donc je vais passer le flambeau pour cette nouvelle session, et donc c'est avec grand plaisir que il va reprendre à sa sauce, bien sûr, ce que j'avais commencé à construire, enfin ce que j'ai construit pendant 3 ans là-bas. Donc je salue tous les apprenants qui nous regarderaient, je big up tous les apprenants qui vont reprendre là-bas, et je passerai bien sûr vous voir pendant un live. Et en tout cas, voilà, j'étais très flatté d'être avec vous et de vous apprendre et d'en apprendre aussi pendant toutes ces années. Et il y a encore pas mal de choses. Donc, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont sur le feu, sur le grill pour 2024. Je vous dis pas tout, on vous dit pas tout, mais il y a des trucs cool qui arrivent. Et donc, voilà. En tout cas, ça bosse, ça build, et c'est comme ça que ça se passe dans un bear market.
On DCA et on build. Moi, je salue aussi Lyra, du coup, puisque je t'ai eu en élève il y a fort longtemps, Manu. Oui. Et j'avais commencé, je crois, à faire la formation défi avant que tu reprennes un peu la main et que tu organises les choses. À l'époque, moi, j'avais 2 jours. Voilà, à l'époque, j'avais 2 jours, je crois, sur une formation qui était plus courte. C'était les débuts de l'école à Lyra. Maintenant, c'est beaucoup plus ambitieux et c'est une formation beaucoup plus transverse sur différents thèmes. Et c'était 2019, je crois, ou 2018. Donc, ça nous ramène déjà loin. Je salue Lyra. Moi, je continuais un petit peu par habitude et par amitié avec toi, Manu, et avec Jérémy, le fondateur. Vu que tu prends ta retraite d'Lyra, je la prends en même temps. Donc, voilà. Mais je suis très heureux d'avoir participé toutes ces années. Voilà, on peut pas tout faire en même temps. C'est bien de passer la main à une nouvelle génération d'enseignants. Et je suis très heureux d'avoir participé à cette aventure toutes ces années. Puis on peut en profiter pour micro-teaser ce qui pourrait arriver en 2024 chez CM. Il y aura du nouveau contenu, un nouveau format et quelque chose de vraiment tout nouveau et sur lequel on aura bossé depuis... ça doit faire les premières briques 2 ans à peu près. Et là, c'est en train de s'accélérer. Donc vraiment, quand on pourra proposer tout ça en bonne et due forme, je pense aussi que ça vous plaira. Et c'est l'aboutissement aussi de nos propres années d'expérience et de sueur sur le marché crypto. C'est clair. Je dis toujours dans l'émission, on n'est pas plus intelligent que n'importe qui. On a cette chance d'avoir un petit peu plus d'expérience dans cet écosystème. Donc les erreurs bêtes, on les a déjà faites. On s'est pris les murs il y a longtemps. Et du coup, on peut vous dire, voilà, ces murs-là, on les a pris. Peut-être que c'est mieux d'éviter ce chemin-là. Et on travaille un petit peu dans ce mood-là. Et on n'est pas dans cette verticalité où on vous prend de haut. Bien au contraire, c'est qu'on part de bien bas. On a fait toutes les erreurs. Et c'est pour ça qu'on vous transmet des choses aujourd'hui. Ouais, et d'ailleurs, et ça m'a fait rire, mais je sais plus qui c'est Camille. On remercie aussi nos parents, sans qui on serait pas là. Ouais, c'est vrai que ça faisait un peu les Césars. Bon, voilà. Voilà. Et puis on n'est pas en fin de carrière, les copains. Donc c'est pas le César d'honneur qui vient saluer 4 ans de carrière. On a encore plein de choses à faire ensemble. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce qu'on a des dernières questions, puisque ça fait 1h10 qu'on est ensemble. Moi, d'ailleurs, en parlant de trophée d'honneur, c'est Christopher Nolan qui va en recevoir un pour l'intégralité de sa carrière, parce qu'on en parlait avec Corentin l'autre fois par rapport à Oppenheimer. Apparemment, avec tous les films qu'il a fait, il n'a jamais eu un Oscar. C'est un délire. Ouais. C'est chaud quand même. C'est bizarre. Il est tombé sur et là, Oppenheimer, c'est le numéro 2. Oppenheimer, il est noté 96 sur 100. Alors, s'ils n'ont pas des Oscars, je ne sais pas quand est-ce qu'ils en auront. Après, peut-être qu'il n'était pas éligible encore. Il sera éligible sur l'année d'après. Tu sais, ça marche par saison. Ouais. Après, j'y connais rien. Il faut voir les films qui étaient contre lui aussi. Peut-être qu'il arrive à chaque année contre Forrest Gump ou tu vois un film dans le genre. Et c'était pas de chance, quoi. J'ai pas cette information. Il y en a qui disent c'est surcoté. Je sais pas. Sur Oppenheimer, ça peut être. Sur Twitter, il y a pas mal de gens qui le trouvent soit ennuyant et long, soit surcoté, soit qui n'ont pas du tout aimé et qui mettent Dunkerque devant. J'étais là, mais what the fuck? Pour moi, Dunkerque, c'est pas la même ambiance. C'est long et chiant, Dunkerque, par rapport à tous les autres Nolan. Alors, je pense que de toute façon, chaque ressenti face à une œuvre est différente, mais très clairement. Il y a Koben Kenjo qui dit que 11 Oscars Nolan. Ah bon? 11 Oscars? Oscarisé pour The Dark Knight. Donc, a priori, il y aurait des Oscars. Ouais, c'est chelou. J'ai pas l'information, les amis. Ouais, non, effectivement, je suis sur Wikipédia. Il y a effectivement, mais des Oscars. Où est-ce que c'est les Oscars? Non, il n'y a que des nominations, a priori. Alors, les amis, j'ai Lamara qui pose une question qui n'a rien à voir. Effectivement, j'ai abandonné ma Casio parce qu'elle était mythique dans le début de l'émission. Elle est là, hein. Elle est toujours là. C'est juste qu'elle est dans le tiroir parce que ça, c'est une smartwatch qui fait les battements du cœur et qui fait les pas.
Et comme je fais un petit peu attention, et ben voilà, je suis passé là-dessus. Mais je n'ai pas abandonné ma Casio. Donc voilà, les débuts de l'émission, je l'aime beaucoup et c'est l'une des meilleures montres du monde. Désolé pour l'aparté. C'était dans le chat la question. Moi, je viens de fact-checker, comme disent les jeunes, et effectivement, c'est moi qui me suis trompé. C'était pas les Oscars, c'est un César d'honneur qu'il aura pour l'ensemble de sa carrière. C'est un César et pas un Oscar, voilà. Ah bah ça a quand même vachement plus de gueule. Ouais. Je suis pas sûr, mais... je suis pas sûr non plus. Les gars, je vous ai tué, tu sais. Il y a eu process, mais t'es sûr que c'est mieux? On veut bien être chauvin, hein, tu sais, mais bon, déjà, il y a beaucoup de gens qui sont en dehors de la France. Donc voilà, les Césars, les Oscars, on boxe pas dans les mêmes catégories, j'ai envie de te dire, quoi. Les esclaves. Bon, allez, quelques petites questions crypto pour finir ça, parce que j'ai l'impression qu'on s'éloigne de plus en plus du sujet. Alors, on nous parle des airdrops. On nous parle des airdrops. Ouais, effectivement, en ce moment, c'est la course aux airdrops. On a eu plusieurs games. Donc, la team Celestia. Donc, si vous avez des TIA tokens, d'ailleurs, ça a beaucoup renforcé l'actif. L'actif, moi, j'en reviens pas des valorisations. Ouais. Ça a été ma plus grande erreur d'investissement de cette année. C'est-à-dire que je l'ai vu passer. Je sais que c'est de la qualité, Celestia. Moi, j'ai rien de mauvais à en dire. Et à $2,50, je me dis, c'est un peu surévalué, etc. $5, je fais, il faut pas déconner non plus. Là, on est à quoi, $30? Non, peut-être qu'on est redescendu un peu. Mais non, 19 jusqu'à 20. Autour de $20. Ouais. Je crois que ça a tapé à $20. On est à 15,70, je crois. Là, on est à $15, ouais, donc on commence à revenir sur des valorisations à dégonfler. J'avais essayé de contacter la team dès qu'on a eu la possibilité de faire le testnet et les trucs comme ça et tout, pour vraiment dig en profondeur, pourquoi pas faire un sujet dédié, enfin la totale. Et j'ai jamais eu de réponse, en tout cas du côté des réseaux sociaux. Et c'est vrai que ça a été quand même... on savait que ça serait un bon projet, mais si j'avais dû parier de la réussite qu'ils ont eue là par rapport à ce qu'on a vu, jamais j'aurais pensé que ça serait autant, tu vois, c'est ouf. Très clairement. Et aujourd'hui, c'est un projet qui n'a pas d'économie, hein, il n'y a que de la hype, mais il y a du potentiel et en fait, les investisseurs vont parier dessus. Pourquoi il y a une méta sur le airdrop du restaking, c'est que tout le monde est en train de lancer les Liquid Restaking Tokens, LRT. Donc, il y a Kelp, il y a plein de projets différents. Et en fait, le consensus est en train de s'articuler autour de Celestia et des gain layers, etc., pour avoir ces actifs-là. Et du coup, ils vont airdropper aux stakers de Celestia et aux gens qui sont sur les gain layers. Donc, c'est deux choses différentes. Hein. Là, je remets... j'en parle en même temps parce que pour moi, c'est des méta qui se ressemblent. En se disant la hype de Celestia, la hype de Eigenlayer va se refléter sur moi et du coup ça va être intéressant. Va y en avoir encore, hein. Va y en avoir beaucoup cette année, va y en avoir trop même des projets comme ça, tout ne va pas réussir et je suis assez dubitatif sur la capacité de créer sur le court terme. Sur le moyen et le long terme, je suis pas dubitatif du tout, mais sur le court terme, je suis très dubitatif sur la capacité de générer des fees et de générer une réelle économie sur ce modèle-là. Donc, ça va être beaucoup du pont dynamique. Hein. C'est si tu stakes avec moi, je te donne de mon shitcoin, et si tu stakes de mon shitcoin, tu auras le shitcoin de mon voisin, etc. Mais en même temps, en fait, dans les cycles de marché, il faut bien identifier dans quel genre d'année on est. Et tu parlais de 1 an, 3 ans, sur des cycles de 4 ans. Et moi, je pense qu'on est dans cette année-là où il faut suivre la vague. C'est-à-dire que les fondamentaux, faire ses devoirs, c'est bien. Pour écarter les projets vraiment pourris et les arnaques, parce que ça, vous allez vous faire poule la gueule. Mais dans les trucs qui ont des fondamentaux, il faut pas trop regarder, aller trop dans le détail de le revenu c'est tant, alors la valorisation ça devrait être tant, mais il y a tant d'actifs et l'inflation c'est ça. Non, suivez la vague les amis. Non. Suivez la vague, tradez les. C'est ce que disait un ami proche, tradez les vibes. En mode, c'est ça qui est hype, il faut suivre un petit peu, tout en gardant, en sachant raison garder, pas faire all-in et pas acheter le top de chaque chose. Il y aura encore des airdrops. Très clairement, si vous avez du TIA, si vous avez stacké sur Eigenlayer, vous allez choper d'autres airdrops. Ça, c'est la première méta. Tu voulais en parler d'une autre?
D'étapes? Tu veux dire Non, par rapport à... de méta, de trucs d'airdrop. Ah, de Si tu méta. veux, Il y a eu... non, là, on parlait de restacking. Mon restacking, je suis encore dubitatif. J'ai pas encore assez creusé, mais j'ai encore du mal à comprendre la réelle plus-value à avoir. Par contre, j'ai bien compris qu'il y avait des risques, etc. Mais avant d'en parler, il faut que je creuse encore un petit peu. On a d'autres airdrops, je crois. On avait... là, Ouais. j'ai vu... Là, on a eu Rabi, dont on a parlé. Alors, Rabi, ils ont fait un là, tweet. il y a Dim. Ça a réveillé Ils ont fait le un crypto tweet, Twitter. mais... Ça a réveillé le crypto Twitter, mais très clairement. Alors, pourquoi j'avais tweeté sur ça a la cassé question. aussi Et ce qui est très intéressant, c'est que Rabi, c'est si vous n'avez pas Rabi, qu'est-ce que vous faites? Ça fait 2 ans qu'on vous le dit dans l'émission en boucle. On n'a pas d'action, on n'est pas actionnaire de Rabi. Et Rabi, ils ont levé en 2020, bien avant tout le monde. Ils étaient sous le radar avec des gens énormes et une valorisation énorme. Donc, il n'y a personne dans les influenceurs que vous connaissez et les gens qui ont une chaîne qui sont dans Rabi. Hein. A priori, il y en a 0. Hein. Dans les gens que vous connaissez, ils sont pas. Ils ont investi avec Sequoia, enfin des trucs énormes. Donc, ils n'ont pas le temps pour nous, les amis de Rabi. Par contre, ils ont un super wallet et c'est pour ça qu'on le met en avant. Ils ont aussi des banques qui est excellent et qui a complètement dépassé Zerion, qui a complètement dépassé Zapper, les trucs qu'on utilisait avant. Et effectivement, Rabi, pourquoi on le met en avant? Parce qu'il sauve la vie des gens, contrairement à MetaMask, avec cette fonctionnalité. Je ne comprends pas que MetaMask l'ait toujours pas fait. Quelle bande d'abrutis, mais à s'endormir sur leur laurier. J'espère bien que 2024, c'est l'année du flippening et qu'on n'en parle plus de ce putain de MetaMask, parce que Rabi, vous faites une transaction, Rabi va simuler ce qui se passe sur la blockchain et vous l'afficher. Va vous dire, vous êtes en train de signer cette transaction, si vous le faites, voilà ce qui va se passer. Et si vous êtes en train de signer un scam, eh ben, ils vont dire que vos tokens vont disparaître, que vous êtes en train de faire une approval, va vous faire des alertes de risque. Si vous êtes sur un faux AV, par exemple, que vous avez cliqué sur un mauvais lien et que vous avez un site qui ressemble à AV, mais qui est en fait par des scammers, vous cliquez sur déposer et Rabi aura la capacité de savoir, mais les amis, vous n'êtes pas sur AV du tout là en ce moment. Et ça a sauvé des millions de dollars, ça a sauvé des vies. Donc, désinstaller MetaMask aujourd'hui. Là, si vous aviez besoin d'un déclencheur, d'un avant et un après, vous désinstallez MetaMask aujourd'hui et vous installez Rabi aujourd'hui. Et c'est pas une négociation. On en a marre de demander. Ça fait 2 ans qu'on le suggère. Maintenant, on l'impose. Maintenant, vous le faites. Et on rappelle toujours pas de version mobile pour le moment. Et t'as craché là sur MetaMask sur le renard, mais le renard, il vient quand même de dire qu'on pouvait déployer un Ether directement depuis son interface. Donc, j'ai pas trop regardé comment ça marche parce que je crois ça que a l'air plutôt sympa. Ça. En gros, ils s'occupent de la partie infrastructure, quoi. Bah non, mais ils font. C'est juste l'IDO en moins bien, hein, les copains. Hein, calmez-vous. Hein, ils prennent 10% de frais. Ou limite, ils t'achètent du stack Ether. Ils te disent pas. Ouais, mais là, il n'y avait pas la dimension de vrai validateur que, en gros, si tu tombes, toi, sur. mais quelle différence avec Coinbase? Non, c'est pas un vrai validateur. C'est pas un vrai validateur. Enfin, le validateur, il est chez eux. Hein. Eux, ils te payent un pourcentage et ils prennent 10% de frais dessus. Ah, moi, j'avais pas compris ça comme ça. Je pensais que c'est comme du STX. On a un vrai validateur. Connerie, non, pas du tout. Après, c'est vrai qu'ils ont été, ils jouent là-dessus, mais en vrai, pas du tout. C'est comme si tu allais chez Lido, sauf que t'as pas du STH, donc tu peux pas aller le déposer sur AV et emprunter, ou tu peux pas aller le déposer sur Eigenlayer et te choper des airdrops. Ça n'a 0 intérêt. Si vous faites ça, mais les gars, vous avez tout perdu. Hein. Après, vous allez peut-être choper un airdrop de MetaMask, mais bon, franchement. Le jeu, on n'en veut pas la chandelle. C'est aller faire du Eigenlayer, aller faire du restaking si vous voulez choper des beaux airdrops, parce que je pense qu'ils payeront mieux. Ouais. Et en tout cas, faites attention, en ce moment, il y a énormément de scams, effectivement, de faux airdrops et tout ça. Il y a encore quelqu'un de la communauté qui s'est fait avoir hier ou avant-hier soir. Hein. Donc, malheureusement, pendant mes vacances, j'ai reçu des messages privés aussi. Désolé, j'étais un peu déconnecté, donc je vous ai pas forcément répondu pendant mes vacances, mais voilà, ça fait du bien de lever le pied. Mais quelle tristesse de recevoir des messages privés de bonjour Marc, je me suis fait dégommer, voilà ce qui s'est passé, etc. Et malheureusement, on peut pas répondre grand chose on est désolé parce que généralement, quand l'argent est parti, on le reverra jamais. Donc, faites bien attention à vous. Hein. Voilà, Ledger, c'est pas une entreprise que j'aime bien, mais
je continue d'avoir le produit. Rabi, j'ai pas d'action chez eux, mais je continue de vous le chill parce que nous, on est dans la position, comme on a une certaine audience, de voir l'envers du décor et de voir les gens qui sont du mauvais côté des statistiques. Et on se dit souvent, ça aurait pu être évité. Et c'est pour ça qu'on vous fait ces conseils-là. On n'a pas d'intérêt personnel à ça, si ce n'est la bienveillance envers notre communauté. Ouais, et comme d'hab, aussi essayez de séparer ce que vous faites à chaud de ce que vous voulez conserver à froid, hein. C'est la base absolue, mais vraiment faites très très attention à ça. Il y a un gars là, enfin je connais pas son âge, je pense qu'il doit avoir autour de 25 ans, hein, du Crypto Twitter FR. Il y a une semaine, il s'est fait ponctionner en une fois 450 000, hein. Donc au bout d'un moment, c'est juste plus possible de laisser des demi-millions ou même 50 ou 100 000 comme ça en disponibilité immédiate que tu peux te faire drain dès que tu cliques sur quoi que ce soit. Il y a un mec qui a perdu 4 millions d'euros. Ouais, 4 millions d'euros, il a perdu sur le pauvre, un site de phishing. Ouais. Des faux airdrops, beaucoup de faux airdrops en ce moment. La méta des airdrops, elle fait mal. Et en fait, le truc, c'est que quand le airdrop est intéressant, généralement, vous en entendez parler sur les réseaux sociaux, sur les émissions. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est que vous êtes en train de vous faire arnaquer la plupart du temps. Les trucs qui ont de l'importance, les Celestia, etc., on en a entendu parler. C'est difficile de passer à travers. Donc, attachez-vous sur les sites. C'est pour ça, Rabi vous indique quand c'est un site officiel ou pas. Quand l'équipe a fait le travail et a contacté des banques, qui est la société derrière Rabi, pour faire ce genre de choses. Ça marche pas à tous les coups, mais ça marche 8 fois sur 10 et c'est beaucoup mieux que MetaMask où ça marche 0 fois sur 10. On me pose la question parce que je mettais beaucoup en avant Frame à une époque également. Je mets plus en avant Frame parce que je trouve que Rabi s'est tellement amélioré que maintenant il n'y a plus de négociation. Donc Frame c'est bien, mais c'est inférieur à Rabi. Donc aujourd'hui il n'y a que Rabi que je mets en avant. Surtout que Rabi ils vont avoir token, j'en suis à peu près sûr. Frame c'est pas certain. Donc faites un swap ou deux, utilisez des banques, faites-vous un Web3 ID si vous avez un petit peu de sous, mintez vos badges. Les badges ils sont pas difficiles à avoir, hein, si vous avez une adresse depuis quelques temps, si vous avez 2-3 followers, etc. Ils sont pas hyper, il y en a qui sont durs à avoir, mais les trucs de base ils sont pas si difficiles à avoir. Ce serait con de passer à côté. Faites-vous un compte des banques et suivez un petit peu. D'où vient l'argent de ces airdrops? C'est pas de l'argent magique, hein, c'est juste qu'ils créent des tokens et ils le distribuent à la communauté. Ces tokens, ils valent quelque chose et pas zéro parce qu'il y a des gens qui sont là sur le long terme et qui se disent j'ai plutôt envie d'en acheter et j'ai plutôt envie d'accumuler cet actif. On regarde Celestia. Les gens qui ont dumpé leur token Celestia, leur airdrop Celestia, ils pleurent aujourd'hui parce qu'ils ont dumpé à $2. Ou $1,50, entre $1,50 et $2,50. Maintenant, ça vaut $15 après s'être pété la gueule, entre guillemets. Voilà, les projets de qualité, s'il y a des airdrops et qui sont de qualité, il y aura des gens pour les acheter, donc ils ont une certaine valeur, de toute façon. Moi, je suis assez d'accord avec le Corbac qui dit que quelque part, indirectement, c'est du marketing, puisque ça permet d'intéresser les gens et de faire parler d'eux à bon compte, puisqu'au final, ils sortent pas vraiment de trésorerie. C'est un token qui est tout neuf, ils viennent de le... C'est un peu, voilà, c'est la possibilité. C'est vrai, mais il faut quand même amorcer une pool, en règle générale, donc ça demande quand même d'avoir les tokens qui sont gratuits, etc. Mais il faut mettre quand même un peu d'éther en face, alors ça dépend du projet. Mais en amont, il y a forcément une levée de fonds, il y a jamais un token qui va arriver avec 100% d'airdrop. Exactement, donc l'argent vient souvent de la levée de fonds, etc. Et le plus gros intérêt est sûrement marketing, mais après, ça a aussi un intérêt en termes de décentralisation quand tu as quand même des tokens qui sont contrôlés par les investisseurs et par la team. Alors, même dans des proportions raisonnables, hein, même si la DAO possède beaucoup de tokens, si tu veux en mettre sur le marché, en fait, le meilleur moyen, c'est plutôt que d'avoir pas de liquidité, d'avoir un prix qui fait le yo-yo, qui monte, qui descend, etc., c'est d'en larguer un maximum à tout le monde. Il y a des gens qui vont vendre, il y a des gens qui vont acheter, il y a des gens qui vont rien faire. Et ça bootstrap, ça lance, entre guillemets, un peu de la liquidité et ça permet d'avoir plus de holders de son token.
pour qu'à terme, on ait un semblant, en tout cas au début de décentralisation, et puis qu'après, on puisse imaginer qu'on ait un protocole qui tende vers un niveau de décentralisation de plus en plus important au fur et à mesure qu'il s'émancipe. Tout à fait d'accord avec ça. Et je pense que c'est un bon mot de la fin, tu vois. C'était presque poétique, ta dernière phrase. Donc, 1h30, ça va faire un bon gros bloc des familles sur YouTube demain. Il y en a qui vont s'arracher les cheveux, mais bon, je pense qu'en x2, ça passe. Ça les occupe. Ouais. En mode podcast. Là là. Eh ben alors, on vous embrasse. Moi, je vous dis à cette semaine pour ceux qui viendront taper la discute. Et puis sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Yes. À la semaine prochaine, les amis. Merci à tous. Ciao. Bonne soirée.